Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1261e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la 27e journée de Ligue 1. Ça démarre ce soir du côté du Moustoir à Lorient où les Merlus vont recevoir l'Olympique Lyonnais. Demain nous aurons deux affiches avec Lens face à Brest. Et puis à 21h une très belle affiche entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. A noter aussi qu'on clôturera cette journée au Vélodrome dimanche soir avec là aussi une affiche plutôt séduisante entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Du côté de l'Olympique Lyonnais, une petite déclaration de Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL. Les Gaunes sont quasiment dans l'obligation de prendre 3 points ce soir du côté de Lorient. Des Merlus un petit peu mieux depuis quelques semaines, donc l'OL doit absolument ce soir prendre les 3 points pour revenir un petit peu sur le bon wagon des équipes qui sont bien placées pour la Coupe d'Europe. Donc Peter Bosz qui nous dit le plus important c'est de se créer des occasions et puis aussi la finition qui serait importante côté lyonnais ce soir. Elle a fait défaut notamment la semaine dernière face au LOSC. Ensuite on prend la direction de Paris. Plusieurs informations du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, le propriétaire qatari du PSG qui garde toujours le contact avec Zinedine Zidane et qui est toujours très intéressé pour le faire venir à Paris avec à ses côtés Arsène Wenger. Ça fait quasiment un mois qu'on entend cette information. On a une petite déclat aussi du fils de Zinedine Zidane, Lucas Zidane. On lui a posé la question: serais-je surpris si mon père allait à Paris? Partout où il sera, je serai heureux. S'il est heureux d'entraîner à Paris, alors tant mieux pour lui. On enchaîne les amis avec plusieurs déclarations de Leonardo. Premièrement, il nous parle de Neymar. Il nous dit Neymar, il a commis des erreurs par le passé, il a sa manière d'être, c'est une star, mais le Neymar que l'on voit ces derniers temps se comporte d'une telle manière qu'il n'y a rien à lui reprocher. Ensuite, la déclat de Leonardo sur l'arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Leonardo qui nous dit quand on a signé Sergio Ramos, il était en pleine forme. Malheureusement, ce que nous voulions ne s'est pas produit, mais la saison n'est pas terminée. Le jour où on dira qu'il ne peut plus jouer, ça sera clair pour tout le monde, mais ce n'est pas encore le cas. Alors après, faudrait rappeler quand même que lorsque Sergio Ramos arrive au Paris Saint-Germain, tout le monde est quand même plus ou moins conscient qu'il a eu de gros pépins physiques sur les derniers mois avec le Real Madrid et même quasiment sur la dernière année. Donc on ne peut pas forcément nous dire, quand on a signé Sergio Ramos, il était en pleine forme. Ça c'est un mensonge. Sergio Ramos a vécu une dernière année avec le Real très très compliquée et avec beaucoup de pépins physiques. On va poursuivre les amis avec du côté du Paris Saint-Germain toujours une petite déclaration de Marquinhos qui nous parle de Léo Messi. Marquinhos qui nous dit: je le sens très très bien en ce moment, il est heureux à l'entraînement, il est de plus en plus à l'aise en match, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse réaliser des performances mondiales. On voit un Léo Messi beaucoup mieux quand même depuis le début d'année 2022, notamment sur l'aspect offensif où il y a des combinaisons plutôt intéressantes, notamment parfois avec Kylian Mbappé. On l'a vu aussi régulièrement décisif, justement en termes de passes décisives. Petit comparatif les amis entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo cette saison. Les deux joueurs sont donc arrivés dans un nouveau club. Léo Messi, c'est 23 matchs au Paris Saint-Germain. Cristiano, 31 avec Manchester. 7 buts pour Léo Messi, 15 pour Cristiano. En termes de passes décisives, là c'est avantage quand même Messi. 11 passes D pour l'Argentin. 3 seulement pour Cristiano du côté de Manchester. Léo Messi est décisif toutes les 104 minutes. Cristiano, toutes les 139 minutes. On continue toujours du côté de Paris avec deux petites informations. Premièrement, Ander Herrera qui a laissé une photo sur Instagram. Une petite photo assez surprenante où on le voit avec un œil assez tuméfié. Alors il n'a pas donné forcément d'explication par rapport à cette blessure. Il a juste laissé en commentaire: passant des jours compliqués, je serai de retour très bientôt. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour Ander Herrera. Il a visiblement un sérieux problème au niveau de l'œil. Ensuite, une déclaration de Achraf Hakimi qui, on le rappelle pour le moment, est incertain pour le match de demain face à l'OGC Nice. Et toujours aussi incertain pour affronter le Real Madrid la semaine prochaine. En tout cas, Achraf Hakimi s'est exprimé. Il nous dit: chaque jour qui passe, je me sens mieux. On y va petit à petit et on verra l'évolution. Grâce à Dieu, ce n'est pas grave. Je suis en train de revenir sur le terrain. Donc voilà, d'après cette déclaration, on a tout de même l'impression que
pour Achraf Hakimi, ça devrait le faire. Il devrait être présent donc la semaine prochaine pour affronter le Real Madrid. D'ailleurs les amis, du côté de l'Espagne et du Real Madrid, on a une très très mauvaise nouvelle hein, côté madrilène, une information qui est tombée hier à l'entraînement côté Real Madrid, après avoir perdu donc Casemiro et Ferland Mendy sur le match aller face au Paris Saint-Germain pour cause de suspension. Un nouveau titulaire indiscutable, et bien malheureusement s'est blessé hier à l'entraînement du Real. Toni Kroos visiblement touché au niveau des ischio-jambiers. Il va donc passer une IRM aujourd'hui. Il a de grosses douleurs au niveau des ischio-jambiers. Il ne s'est pas entraîné hier. En attendant donc le résultat de cette IRM aujourd'hui, quasiment tous les médias espagnols et journalistes espagnols annoncent que Toni Kroos ne jouera pas déjà ce week-end et qu'il a de très faibles chances d'affronter le Paris Saint-Germain. Ce sera encore une fois un énorme coup dur pour le Real Madrid. Une petite information évidemment sur Camavinga, qui pourrait donc potentiellement bénéficier de cette absence de Toni Kroos. Camavinga cette saison, hein, c'est 24 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid pour 9 titularisations. 17e en termes de temps de jeu de l'effectif, mais ça évidemment c'est dû aussi à la gestion hein, de Carlo Ancelotti, qui ne change quasiment jamais son 11, donc voilà, ça peut aussi être préjudiciable pour le Real. On aura un Camavinga qui sera certainement très très motivé à l'idée d'affronter le Paris Saint-Germain, mais en termes de rythme et en termes aussi de connexion avec ses coéquipiers, c'est un peu plus compliqué hein, quand tu joues très rarement. On va enchaîner les amis donc avec une information qui concerne Clément Grenier. On en avait parlé hier de Clément Grenier, cette fois-ci c'est officiel, il s'est engagé avec le club de Majorque. Il a un contrat jusqu'à la fin de saison, il y aura peut-être une année en option si le club des Baléares se maintient en Liga. Hein. Clément Grenier, un joueur quand même très expérimenté qui était sans club depuis quelques mois. Maintenant, toujours du côté de l'Espagne, l'affiche de la finale de la Coupe du Roi est connue. On verra s'affronter le FC Valence face au Betis Séville. Le Betis s'est qualifié hier aux dépens du Rayo Vallecano dans un stade Benito Villamarín qui était en feu et en fusion hier. Le Betis s'impose au cumulé 3-2 face au Rayo Vallecano. Hier, le match s'est terminé sur un score de 1 partout avec un bijou côté Rayo Vallecano, le coup franc de Bébé à la 80e. Un coup franc, je pense, il est à 30 mètres. Un coup franc magnifique, une balle flottante. Et l'égalisation du Betis dans le temps additionnel à la 91e signé Borja Iglesias. Le Betis est donc qualifié pour la finale et une saison exceptionnelle pour le Betis en lutte pour la qualification en Champions League, qualifié en finale de Coupe du Roi, qualifié aussi en Europa League. Petite information quand même, le Betis n'a plus gagné un titre depuis 17 ans, hein, donc c'est évidemment un grand événement hein, pour le club sévillan qui voit régulièrement le FC Séville remporter des titres. Alors, du côté du Betis, c'est un peu plus compliqué, mais il y aura certainement cette opportunité incroyable hein, face au FC Valence. Une autre info qui concerne une légende hein, du club sévillan, Joaquin, qui a gagné la Coupe du Roi il y a 17 ans maintenant avec le Betis Séville. Il avait 23 ans et il va peut-être pouvoir le faire de nouveau avec son club dans quelques semaines maintenant. C'est quand même assez hallucinant pour Joaquin cette longévité. Ensuite, on va poursuivre les amis du côté de Barcelone. Il y a eu une rencontre entre Xavi et Jordi Cruyff, le directeur technique du Barça, et Erling Haaland, rencontre qui s'est déroulée mardi du côté de Munich, où évidemment les deux hommes catalans ont tenté de convaincre Erling Haaland en lui proposant de rejoindre le Barça et en mettant en avant évidemment le projet catalan et le rôle de Haaland dans ce projet catalan. Toujours du côté de l'Espagne en ce qui concerne Erling Haaland, la une du quotidien sport qui titre offensive totale du Barça pour Haaland. Il y a donc eu cette réunion entre Xavi et Haaland et l'offre du club catalan qui serait donc de 195 millions d'euros pour Haaland sur 5 saisons. Donc c'est en ce qui concerne le salaire, hein, les 195 millions d'euros. Donc ça serait un salaire qui serait par palier. Ça débuterait à 20 millions d'euros et puis ça se terminerait donc sur les 2 dernières années de contrat à 50 millions d'euros. On va poursuivre les amis du côté de l'Angleterre avec une petite information déjà en FA Cup pour l'équipe de Frank Lampard.
Everton s'est imposé 2 buts à 0 hier face à l'équipe de Boreham Wood, équipe de 5e division anglaise qui était donc hier à Goodison Park dans un match complètement dominé par les Toffees. Un petit tir pour cette équipe de Boreham Wood, mais c'est quand même déjà un retentissant exploit d'avoir atteint ce stade de la FA Cup. Donc les Toffees sont qualifiés grâce à un doublé de Salomon Rondon. Une petite image hier avec cette petite banderole déployée par les joueurs des deux équipes juste avant la rencontre, évidemment pour soutenir un petit peu le peuple ukrainien. Imagine all the people sharing all the world. Voilà, le message est assez clair. On enchaîne les amis du côté de Liverpool, une petite déclaration de Mohamed Salah, très déçu d'être seulement 7e au niveau du classement du Ballon d'Or. Il nous dit oui, ça m'a choqué, mais je ne peux rien dire. C'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est arrivé. Je finis 7e. On poursuit du côté de Manchester United, une information qui concerne Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, qui est en fin de contrat dans 1 an maintenant avec le club néerlandais. Erik ten Hag serait maintenant l'un des favoris pour prendre les commandes de Manchester cet été et ainsi succéder à Ralf Rangnick qui laissera le poste vacant à l'issue de la saison. On va poursuivre les amis donc avec des informations qui concernent la Super League qui va donc faire normalement son grand retour. En tout cas, le projet a de nouveau été évoqué hier par Andrea Agnelli, le président de la Juventus, qui annonce tout simplement hier que la Super League n'a pas échoué. Le foot européen a désespérément besoin de réformes. La Super League est un travail collectif de 12 équipes, pas seulement d'une. Alors d'une petite information, ce n'est plus 12 mais maintenant 11 équipes parce que l'Inter est la seule équipe à avoir officiellement largué la Super League. Donc il y a maintenant 11 équipes qui sont engagées et en faveur de la Super League européenne. Alors les modalités pour le moment elles ne sont pas encore tout à fait connues, mais ça ne serait plus une ligue fermée comme évoqué il y a quelques semaines. En tout cas évidemment cette déclaration d'Andrea Agnelli elle a fait réagir du côté de l'UEFA et notamment du patron de l'UEFA, Alexander Seferin, qui nous dit déjà, Alexander Seferin, ils ont utilisé la pandémie, maintenant ils utilisent la guerre, ces gens doivent vivre dans un monde parallèle. Bon, c'est vrai que les deux annonces de la Super League sont arrivées pendant le Covid et l'autre c'était hier pendant cette guerre en Ukraine. L'autre déclat d'Alexander Seferin qui a déjà prévenu, si vous jouez dans cette Super League, vous ne jouerez pas les compétitions UEFA. L'un des deux fondateurs m'a appelé pour s'excuser et maintenant il recommence. Donc voilà, les messages sont passés, ça sera l'un ou l'autre. Mais en tout cas, les équipes engagées en Super League européenne ne joueront pas en Champions League. Ensuite, en ce qui concerne la déclaration de Javier Tebas, qui lui aussi s'en est pris violemment au Barça, au Real Madrid et à la Juventus. Et voilà le message de Javier Tebas. Bon, évidemment, je pense que c'était pas forcément la meilleure formule à utiliser sur tous les temps, surtout avec les temps qui courent. Javier Tebas qui nous dit il mente plus que Poutine. Bon voilà, c'était pas forcément la meilleure formule pour Javier Tebas. On enchaîne du côté de l'Allemagne, une petite information les amis en ce qui concerne le Borussia Dortmund. Toujours très intéressé par Karim Adeyemi, c'est tout simplement la priorité du club, mais le Borussia garde un œil aussi très attentif sur la situation de Timo Werner, parfois en difficulté quand même avec les Blues de Chelsea. Son agent est d'ailleurs le même que Niklas Süle qui a rejoint le Borussia il y a quelques semaines, en tout cas qui s'est déjà engagé avec le Borussia et qui sera officiellement un joueur du Borussia à l'issue de la saison. Ensuite, on a quelques informations qui concernent notamment le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Premièrement, en Russie, il y a pas mal de soucis par rapport aux joueurs étrangers dans certains clubs russes, notamment du côté de Krasnodar, le club de Remi Kabela, puisque le club russe a annoncé la suspension des contrats de tous les joueurs étrangers. Ils sont 7 à évoluer à Krasnodar, dont donc le contrat de Remi Kabela. Ensuite, en ce qui concerne l'Ukraine, l'Ukraine a demandé le report de son match qui était prévu le 24 mars prochain, un match qualificatif évidemment pour le mondial. On va voir ainsi évidemment le report sera acté ou non dans les tout prochains jours. Et en ce qui concerne la Russie, la fédération russe de football a fait appel devant le tribunal arbitral du sport de la décision prise par l'UEFA
et la FIFA de les exclure de toutes ces compétitions. Donc voilà, la Russie a saisi une haute juridiction du sport, tout simplement pour pouvoir être réintégré et participer, pourquoi pas, au mondial à l'issue de la saison. Si jamais les Russes passent par les barrages, on attendra aussi évidemment la réponse du tribunal arbitral du sport. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.